Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour La vie en mieux spéciale éducation. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 12h30. Encore une nouvelle question d'éducation. Cette fois-ci, nous sommes fin mai quasiment. Donc fin mai, qui dit fin mai dit baccalauréat. Résultat du baccalauréat dans quelques temps. Et après, évidemment, c'est le choix de l'école supérieure qui a normalement été réalisé. Et il va falloir construire une nouvelle étape de vie. Et c'est très important. Alors, comment on doit préparer cette transition, cette nouvelle étape, individuellement, mais aussi sur le plan familial, parce qu'on sait que les parents sont tout aussi concernés que les étudiants à ce moment-là. Les études nécessitent parfois l'éloignement. C'est un point qu'il ne faut pas négliger parce qu'il est important. Quelles clés peut-on vous donner à vous, parents, pour faciliter toutes ces démarches ? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions en compagnie d'Aurélie Poulain, directrice du service pédagogie pour le groupe Academia. À tout de suite. La vie en mieux, question d'éducation. Alors bonjour Aurélie Poulain, directrice du service pédagogie chez Academia. Alors c'est vrai que l'année scolaire en terminale, c'est le bac. On ne pense qu'à ça, c'est normal. Le bac, le travail qu'il y a autour. C'est une année où on se concentre forcément sur cette épreuve, mais c'est vrai qu'il faut aussi essayer de donner un petit peu de temps à la préparation de ce qui vient après, c'est-à-dire l'entrée en école supérieure. Pourquoi c'est si important, Aurélie ? Et oui, Catherine, vous avez tout à fait raison. Il faut prendre ce temps. Souvent, on a tendance à voir un petit peu le bac comme une fin en soi. C'est l'objectif terminal qu'on s'est fixé et on a l'impression qu'en fait, les choses vont s'arrêter ou avancer d'elles-mêmes après le bac. Et c'est un petit peu une erreur parce que effectivement, si c'est la fin d'une échéance, ça veut dire aussi qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre derrière celle-ci, une nouvelle page qui va être synonyme de changement dans la vie des jeunes à plein de niveaux, aussi bien au niveau académique qu'au niveau personnel. Et il faut effectivement réfléchir ces changements, prendre le temps de les anticiper, de ne pas les négliger. Un changement, quel qu'il soit, il peut être source de stress, même si c'est quelque chose de réjouissant. Vous le voyez, puisque vous côtoyez beaucoup d'élèves et de familles. Bien sûr, on le voit chez Academia, on accompagne beaucoup d'élèves de terminale. Et souvent, moi je trouve qu'ils oublient de se projeter. Moi je me souviens, j'avais des élèves quand je travaillais en centre pédagogie chez Academia. Ils étaient vraiment tellement focusés sur le bac qu'ils oubliaient de penser à l'après et qu'ils oubliaient de se projeter aussi dans cette future vie finalement qui les attendait, et ils se retrouvent à revenir nous voir après la rentrée un petit peu replanifier, un petit peu stressés, puis même parce qu'on forcément on noue des liens dans la durée, puis ils nous disent oh là là, mais finalement c'est dur, j'ai du mal à m'en sortir, et on voit effectivement qu'ils ont un peu négligé ces changements. Alors justement, quels sont les points principaux qu'il ne faut absolument pas négliger et quelles sont les priorités ? Alors les priorités, c'est peut-être de commencer à faire des listes. Des listes à la fois sur les changements qu'on va avoir à gérer d'un point de vue académique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va se lancer dans des nouvelles études pour lesquelles souvent on n'a pas de connaissances a priori, on n'a pas de connaissances, on va découvrir plein de nouvelles matières, on va découvrir un nouvel environnement, des nouveaux attendus méthodologiques, et tout ça, bien sûr, il faut prendre le temps de le lister, de l'anticiper, et aussi bien sûr les changements personnels, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont quitter le domicile familial, qui vont changer de ville pour beaucoup d'entre eux, voire certains même pourquoi pas de pays. Changer de pays, bien aussi, sûr. Et tout ça, pareil, ça s'apprend. Anticiper la gestion de la vie domestique, par exemple. Alors, justement, par exemple, pour tous ceux qui vont partir en province ou qui vont partir à l'étranger, quels sont les points sur lesquels il faut insister et qu'il ne faut pas oublier ? Alors l'été, ça va être peut-être l'occasion justement d'insister sur ces points, de leur donner les clés finalement de la vie d'adulte aussi. Apprendre à gérer un budget, à gérer son logement, à gérer son emploi du temps. C'est vraiment l'autonomie au sens large, l'indépendance totale, qui peut être un petit peu vertigineuse pour un jeune qui sort du domicile familial, qui était confortable avec les parents. C'est sûr, et qui dit départ des enfants dit chagrin, souci des parents. Comment on gère les parents aussi ? Parce que c'est pas si facile. C'est vrai, moi j'en avais souvent qui venaient me voir en me disant oh là là, j'appréhende, elle va partir loin de moi, c'est ma petite dernière en plus. Et c'est vrai, il faut l'anticiper aussi quand on est un parent, prendre peut-être un petit peu de recul pour regarder aussi le jeune adulte qu'on a devant nous, qui est en train de devenir, qui a grandi et dont on peut être fier. Et puis communiquer avec lui sur
ça. Ne pas garder pour soi ses inquiétudes, mais lui en faire part de manière sereine et peut-être mettre en place des nouveaux rituels aussi ensemble. J'imagine qu'au-delà de l'éloignement, quitter son enfant, ce n'est jamais facile, mais je pense qu'il y a aussi des interrogations et des inquiétudes au niveau de la sécurité, parce que c'est vrai, quand on a un jeune qui part, qui a 17 ans et demi, 18 ans, finalement ils sont grands mais ils sont encore jeunes, et de les savoir très loin, la sécurité étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours un peu peur, donc c'est normal. Donc là aussi vous avez un rôle de coach pour essayer de les rassurer. Oui, effectivement, je pense qu'il faut surtout, quand on est parent, comme ça, c'est faire attention à ses bases parfois. Ne pas être basé sur la peur, mais plutôt sur la confiance dans son jeune. Lui donner les clés aussi pour s'en sortir, pour s'assumer, se garder en sécurité, et peut-être l'accompagner aussi dans cette nouvelle vie pour se rassurer, nous comme lui. Alors quand on déménage justement province ou étranger, on peut soit s'installer seul, mais on peut aussi favoriser la colocation. Est-ce qu'il y a, même au niveau de l'apprentissage, après, est-ce qu'il y a un cas qui est mieux que l'autre, ou est-ce que c'est finalement en fonction de la personnalité, du caractère de l'ado? Oui, je pense que c'est vraiment en fonction de la personnalité et du caractère. Se retrouver seul dans un logement, certains en rêvent. Pour certains, c'est un petit peu effrayant parce que forcément, quand on vit à la maison, on vit entouré. Donc la colocation, ça peut être un très bon système effectivement pour ne pas se sentir seul, pour se motiver aussi. Alors attention, des fois on peut préférer faire de la colocation avec quelqu'un qu'on connaît parce que c'est rassurant, ou au contraire faire de la colocation avec des inconnus parce que c'est partir sur de nouvelles bases. L'auberge espagnole. L'auberge espagnole, tout à fait. Mais dans tous les cas, peut-être privilégier des colocations avec des personnes qui ont les mêmes objectifs et les mêmes attendus que nous. Donc privilégier des colocs peut-être d'étudiants où on pourra s'entraider, se comprendre, avoir un même rythme de vie. En fait, idéalement, combien de temps à l'avance ça se prépare, tout ça? Là, je dirais que ça dépend d'où on va. Quand on fait ses études sur Paris, on sait qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Il y a des parents qui commencent dès maintenant. Moi, je le vois. Des fois, ça m'arrive, moi-même qui vis en colocation, ça m'arrive d'avoir des demandes de parents en disant « Ah, j'ai mon enfant qui rentre à l'université en septembre. » Donc, dès juin, certains commencent. Après, quand on est en province, peut-être qu'on peut prendre un petit peu plus de temps. Mais surtout, pas jouer la carte du dernier moment. Pas arriver, poser ses cartons la veille de la rentrée. Prendre le temps de s'installer un petit peu avant pour aussi anticiper l'aménagement de son espace de vie, prendre en main les trajets aussi vers son lieu d'études, c'est important, ça sécurise aussi beaucoup. Et puis il y a le mal du pays, comme on dit, le mal de la famille, c'est pas si évident en fait. Au départ, ça paraît, c'est l'euphorie, mais au bout d'un moment, on se rend compte que la racine, elle manque. Donc, est-ce que vous intervenez aussi dans ce genre de situation? Vous arrivez à faire un travail, puisque ce sont des étudiants que vous connaissez finalement, pour la plupart, vous les suivez, donc c'est un travail que vous conservez même parfois lorsqu'ils sont partis, qu'il y a un petit coup de blues, qu'il y a une petite baisse de motivation? Oui, moi j'ai plein de mes anciens étudiants qui, même en ayant quitté la ville d'origine, se sont naturellement tournés vers le centre académien le plus proche de leurs études, parce que c'est un lieu un petit peu ressource qu'ils connaissent, dans lequel ils se sentent en sécurité, et c'est important, effectivement. Après, il y a les activités qui peuvent aider justement à remplir un agenda et faire en sorte qu'il y ait une sorte de routine qui se mette en place, qui rassure et qui en même temps donne un repère. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, on sait que le meilleur moyen de lutter contre le stress, c'est le sport aussi, c'est les activités extrascolaires. En plus, souvent, les établissements de l'enseignement supérieur proposent un programme d'activités, que ce soit sportif, que ce soit artistique, à des frais avantageux. Donc, il faut surtout pas s'en priver, l'intégrer dans son emploi du temps, garder une pratique sportive si on l'avait déjà, et effectivement s'aménager comme ça des temps un petit peu de respiration et pour faire autre chose. On va poursuivre cette conversation autour de la préparation des études post-bac qu'il faut anticiper avec Aurélie Poulain, directrice du service pédagogie pour Academia. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous. Nous sommes avec Aurélie Poulain, directrice du service pédagogie pour Academia, et nous vous parlons des études post-bac, une transition importante qu'il faut bien préparer. Alors là, on va parler plus du travail, à proprement dit, et de la motivation. Quels conseils vous donnez en fait aux étudiants afin qu'ils démarrent sereinement ces études post-bac et qu'ils aient une méthode qui soit efficace pour leur permettre de se mettre sur les rails en étant en confiance?
Alors, effectivement, une des clés, c'est l'anticipation. On va découvrir des nouvelles matières, des nouvelles méthodes de travail, de nouveaux exercices, souvent. Et une année universitaire, ça démarre vite. Parce qu'on voit que les examens arrivent finalement très vite pour les étudiants, parce que dès décembre, on va avoir des examens. Si on est en prépa ou en BUT, ça arrive même des fois dès la première semaine. Donc, surtout, être armé finalement dès la rentrée. Donc regarder peut-être un petit peu en amont les méthodes, s'y préparer, regarder les nouvelles matières, pourquoi pas profiter un petit peu aussi des vacances pour lire. Donc c'est vraiment ce qu'on conseille aux étudiants, ne pas découvrir à la rentrée finalement les nouveautés. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des conseils à donner sur la prise de cours, sur l'organisation du travail ? Oui, tout à fait, notamment la prise de cours. Les étudiants arrivent souvent à l'université très contents avec un nouvel ordinateur. C'est vrai que c'est chouette, ils ont raison, ça aide sur beaucoup de choses, mais attention, la méthode de la prise de notes sur ordinateur, c'est très différent d'une méthode de prise de notes à la main. Voire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur ordinateur. Essayer de faire un schéma sur ordinateur, c'est difficile, impossible. Ça s'apprend. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. En plus, souvent, comme ils n'ont pas trop l'habitude de taper à l'ordinateur, ils tapent beaucoup moins vite qu'à l'écrit, donc le risque en plus, c'est de perdre des informations. Et au niveau de l'organisation du travail, puisqu'il faut savoir équilibrer les pauses, les moments de travail, qu'est-ce qui est efficace pour essayer de faire en sorte que ce travail ait le meilleur rendement ? Alors, il faut, je pense, faire un planning. Tout simplement, un planning dans lequel on note tout. Tous ces temps, les heures de cours, les heures de travail personnel, les activités aussi, parce qu'il ne faut pas négliger de s'aménager du temps sur des activités et essayer bien sûr de se tenir le plus possible à ce planning en gardant un œil sur les échéances universitaires et pouvoir comme ça avancer sereinement, pas à pas, sans se laisser déborder finalement. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner en fonction du choix des étudiants ? C'est-à-dire qu'un étudiant qui va choisir une filière sur la magistrature, ou un autre sur ingénieur, ou un autre sur l'école de commerce. Est-ce qu'on va gérer son temps différemment ? Est-ce qu'on va travailler différemment en fonction de la filière qu'on aura choisie ? Oui, tout à fait. Alors, on sait que, par exemple, les étudiants qui vont se lancer dans des études de droit, ils vont devoir découvrir des nouvelles méthodologies de travail, le commentaire d'arrêt, la dissertation judiciaire, qui sont des exercices très pointus qu'ils découvrent, pour lesquels ils ne sont pas préparés. Et ça veut dire qu'ils ont beaucoup de travail personnel en amont pour préparer les travaux dirigés. Parce que ces TD-là, ils se préparent. On ne peut pas arriver comme ça, sans préparation. Donc, vraiment prendre le temps de mener à bien ces travaux de réflexion, d'y revenir régulièrement. Quand on est en école d'ingé, en école de commerce, ce qui va être nouveau, c'est de gérer le travail de groupe, les activités, les études de cas, par exemple, où là, en plus de gérer sa méthode de travail, il faut aussi apprendre à gérer le travail de groupe. C'est important, il ne faut pas le négliger, parce qu'on développe aussi beaucoup de compétences par ce biais-là, des compétences de créativité, des compétences de coopération aussi qui vont être nécessaires pour mener à bien ces études. Donc vraiment prendre en compte tous ces aspects-là du travail et avancer étape par étape pour trouver sa propre méthode. Et il n'y a pas de préparation pendant l'été ou en fin d'été qui justement vous permettent déjà de vous mettre un petit peu dans le bain ? Oui, tout à fait, Catherine. Chez Academia, justement, on lâche pas nos étudiants comme ça. On les accompagne à cette entrée. Nous, on conseille sur les 2 semaines avant les vacances scolaires de s'y remettre, avant la rentrée, de s'y remettre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des stages, nous, de préparation en entrée en école de commerce, en école d'ingénieur, à la fac de droit également, pour les aider à prendre en main les nouvelles matières, les nouvelles méthodes, et qu'ils arrivent plus sereins et vraiment dedans à la rentrée finalement. Est-ce qu'il y a un temps de travail qui est le temps de travail efficace ? Est-ce que en faire trop, c'est pas contre-productif ? Et est-ce qu'il y a une façon de répartir ce temps de travail pour que ce soit réellement plus efficace ? Oui, bien sûr, évidemment, il y a trop de travail. Quand on travaille trop, on travaille pas efficacement parce qu'on met sa mémoire en saturation et que finalement, on n'apprend rien. Donc, quelle est la bonne fréquence ? La bonne fréquence, en fonction, bien sûr, du nombre d'heures de cours par semaine, je dirais que c'est en tout cas la régularité qui va être la clé. De ne laisser de côté aucune matière, de travailler régulièrement, donc mettre du temps de travail pour toutes les matières finalement dans son emploi du temps, pour gérer les échéances aussi et ne pas avoir à surtravailler pendant les vacances juste avant finalement les examens, ce qui n'est absolument pas efficace parce qu'on n'apprend rien en plus à ce moment-là. Parce que jusqu'à la terminale quand même, il n'est pas rare de voir des étudiants qui se consacrent à une matière parce qu'il y a une évaluation tel jour et qui délaissent les autres. Finalement là, on a quand même besoin d'avoir plus de régularité, de travailler, même s'il n'y a pas d'évaluation pour demain ou pour cette semaine, mais de garder le contact avec la matière quasiment tous les jours. Totalement, d'autant que les matières, elles arriveront en évaluation tout en même temps.
Donc effectivement, c'est là aussi que c'est intéressant de revoir sa façon de travailler pour se dire, de toute façon, c'est pas dans une semaine j'ai un contrôle, c'est j'aurai tous mes examens la même semaine ou sur 2 semaines à la fin du semestre. Et on peut pas avaler tout un programme, enfin tout un semestre de cours quelques semaines avant les échéances d'examen. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est nécessaire de garder, comme vous dites, le contact avec la matière en permanence pour pouvoir assimiler beaucoup de connaissances régulièrement et arriver serein aux examens et pouvoir gérer tous ces examens en même temps sur quelques jours. Alors, qui dit beaucoup de travail, dit souvent parfois des petites vagues de démotivation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est démotivé? Qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on n'y arrive plus, quand on sent que, voilà, on est au bout? Alors, il y a, je pense, 3 choses importantes à faire pour rester motivé, effectivement, déjà toute l'année. C'est regarder, déjà en face ses objectifs et se nourrir de 3 façons différentes. Il faut rester en phase avec les attentes des examens, des TD, pour nourrir son sentiment de compétence. Première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de développer une méthode de travail personnelle, efficace, avec un rythme qui nous correspond, pour aussi nourrir son besoin d'autonomie. Et ne pas négliger le 3e élément très important, c'est la socialisation. Être entouré, avoir des amis, avoir sa famille, garder du contact social, c'est très important parce que c'est le 3e besoin fondamental. Voilà. Donc, trop de réseaux sociaux, ça va pas. Trop de réseaux sociaux, ça va pas. Le sommeil, très important. Le sommeil capital, parce que c'est là aussi qu'on consolide les apprentissages. C'est là que le cerveau va classer, consolider les informations. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on apprend. Si on manque de sommeil, on n'apprend rien. Alors, comme l'hygiène de vie aussi. On va parler un petit peu des élèves qui, malheureusement, n'auront pas eu leur choix et n'auront pas pu intégrer l'école supérieure qu'ils avaient choisie. Comment ça se gère, cette tristesse, cette insatisfaction? Ah, ça, c'est compliqué. Donc, il y a souvent, effectivement, le vœu, on va dire, rêvé. Si c'est un vœu sélectif, très sélectif, on peut effectivement être déçu. Alors, on est à quelques jours des résultats de Parcoursup. Peut-être qu'on peut déjà réfléchir à ça, s'y préparer en se disant, j'ai fait d'autres vœux, c'est quoi mon plan B? Comment je me projette derrière? Après, il y a l'autre cas, c'est celui où on n'a rien du tout. On n'a obtenu aucun des vœux, ou les vœux dans lesquels on a accepté, finalement, ils nous motivent pas trop. Ça peut arriver. Et il s'est passé quelques mois, et finalement, on se dit, mais là, je m'y vois pas du tout, pas dans cette ville, pas dans cette formation. Dans ces cas-là, on panique pas. On panique pas parce qu'il y a des solutions. Quel genre de solutions? Alors déjà, on peut refaire des vœux. À partir du 11 juillet, on va pouvoir reformuler des vœux dans les formations dans lesquelles il y a des places disponibles. Et là, il y a une vraie chance pour que ça aboutisse? Il y a une vraie chance parce que c'est des formations dans lesquelles il y a des places. Donc faire attention à la sélectivité de ces formations, pas mettre tous ces œufs dans le même panier, si je puis dire. On peut aussi saisir l'ACAS, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui est une instance académique et qui va vous faire des propositions en tenant compte des vœux que vous aviez formulés précédemment, des vœux dans votre académie. Et on peut aussi enfin, pourquoi pas, regarder les formations hors Parcoursup qui justement vont commencer à organiser des salons à cette période. D'accord. Alors, il y a des jeunes en sortant de terminale qui, parce qu'ils ont donné vraiment tout ce qu'ils avaient à donner pendant ces 3 dernières années, ou parce qu'ils n'ont pas eu leurs vœux, ou parce que ils ne sont plus sûrs de ce qu'ils veulent faire, qui décident de prendre une année de césure. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre une année de césure? Est-ce qu'on peut prendre une année de césure n'importe quand, ou est-ce que ça doit être réfléchi? Ah, c'est une très bonne question, l'année de césure. Ça peut être très bénéfique, effectivement, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, parce qu'on a aussi besoin de maturer un petit peu. Une année de césure, oui, si on l'a effectivement réfléchi. Une année de césure, ça se prépare. C'est-à-dire que dans quel cas il est intéressant de faire une année de césure? Quand on a besoin de prendre du recul, quand on est fatigué, quand on ne sait pas où on va, quand on a du mal à se projeter aussi, ou qu'on se sent un petit peu trop jeune, des fois, parce qu'on on a une année d'avance, par exemple, pour se lancer dans des études supérieures. On peut effectivement faire une année de césure. Je pars faire le tour du monde, c'est... Une année de césure, ça peut ressembler à quoi? Alors, à part le voyage, effectivement, ça c'est facile. Le voyage, mais le voyage, ça peut être très nourrissant pour effectivement se découvrir, apprendre à se connaître, apprendre en maturité. Ça peut être aussi faire des projets de service civique, s'engager dans de l'associatif, s'engager dans de l'humanitaire, aller aussi étudier à l'étranger ou faire une expérience professionnelle. Pourquoi pas à l'étranger, parce qu'on peut aussi aller à l'étranger pour voyager, mais également pour travailler. Dans tous les cas, il faut savoir ce qu'on va en faire de cette année, parce qu'il ne faut pas que ce soit une année où on ne fait rien.
Il faut une année qui soit mise à profit et qui, derrière, débouche sur quelque chose de concret. Alors, est-ce que c'est pas compliqué ? Moi, je parle pour moi, parce que j'aurais eu du mal. Si on prend une année de césure, franchement, et qu'on a vécu 1001 expériences, est-ce que c'est pas difficile de retourner sur le banc des écoles ? Ah, ça, effectivement, c'est le risque. Il y a une part non négligeable, effectivement, de jeunes qui reviennent pas tout de suite dans le système scolaire, voire jamais, notamment quand ils ont commencé à travailler, à gagner de l'argent. Après, si on a un projet qui a mûri, on va dire, pendant ce temps, on n'est pas obligé de renoncer totalement à l'indépendance qu'on a acquis. C'est à ça que sert, par exemple, l'alternance aussi. Alors moi, si je me suis engagée dans des études de droit et que je m'aperçois au bout d'un an, ou même voire 2 ans, que finalement, c'est pas pour moi. Est-ce que je peux facilement changer de voie ? Bien sûr. Alors, oui, on peut changer de voie, mais est-ce qu'il y a un moment où ça devient plus embêtant de changer de voie ? Est-ce qu'il y a une limite ? Alors non, il n'y a pas de limite. On peut changer de voie toute sa vie, même quand on n'est plus étudiant, à vrai dire. C'est peut-être plus facile, on va dire, en fin de première année qu'en fin de deuxième année, pour des questions de cycle de diplôme, tout simplement. On diplôme à Bac+3, donc quand on veut changer de filière à Bac+2, ça peut être plus compliqué parce qu'on va se retrouver peut-être à, entre guillemets, perdre un an. À Bac+1, c'est plus facile, effectivement. Si au bout de votre première année de droit, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, finalement, là, c'est assez facile parce que vous repassez par Parcoursup, vous refaites des vœux Parcoursup et tout s'ouvre à nouveau à vous. Ensuite, si on est en fin de deuxième année de droit, on peut avoir des passerelles, notamment à l'université. Il y a toujours des passerelles qui vous permettent de valider, peut-être pas en totalité, mais au moins en partie, une autre année universitaire. Et après, à réfléchir selon votre nouveau projet, est-ce que ça vaut pas le coup finalement d'aller quand même jusqu'à la fin de cette troisième année de droit ? Bon, on va bientôt se quitter. Quelle est votre recommandation pour tous les parents, tous les étudiants là qui s'apprêtent à voler de leurs propres ailes ? Alors, avant de voler de ses propres ailes, donc n'oubliez pas que ça y est, le bac, vous l'avez eu. Félicitations à tous. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de passer du temps en famille, parce qu'il est précieux, au vu de tous les changements qui vous attendent. Et préparez ensemble, justement, l'ensemble de ces changements. Merci Aurélie Poulain. Merci d'être venue et d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve dimanche prochain pour La vie en mieux, une nouvelle question d'éducation. N'hésitez pas, si vous voulez nous soumettre des thèmes, nous poser des questions, laviesenmieux@sudradio.fr. Excellente semaine à tous. Academia vous a présenté La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully.